Bonjour, mesdames et messieurs, chers tous. Et je suis Moulay Ahmed Boubacar, ministre malien chargé du développement industriel et de la promotion des investissements, et suis chargé d'assurer la modération sur le débat qui va concerner l'inclusivité comme gage de soutenabilité des dynamiques d'émergence. Et ce thème, il va vous être présenté par différents panélistes que je vais appeler ici. Mais avant quand même de les appeler, il faut saluer et remercier le gouvernement sénégalais, le programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la BAD qui nous a permis d'être ici. J'aurais souhaité, comme c'est une première, que vous attendiez que les autres arrivent. Quels autres? Pour la séance. Il y a Mme Younkadur qui me dit de vous dire de... Bon, il y a des gens qui... Et je suis obligé de... Juste pour faire entrer tous les autres. Ok, il faut rentrer les autres. Voilà. Moi, je peux, hein? Je peux au moins installer les panélistes. Voilà, quand même, madame. d'accord. Bon. Alors donc, excusez, hein? Sorry. Once more, I'd like to thank the Senegalese government, the UNDP, the World Bank, and the the FDB, and there will be various panelists that I would like to call here. And Dr. Shakante, Minister who is in charge of following up the Senegal Emerging Plan. Mr. Ibrahim Hassan Mayaki, CEO of NEPAD. Mrs. Carolina Sanchez Paramo, he is the main director, Equity and Poverty Hub, the World Bank. Mr. Carlos Medina, who is the director of the Bank of Republic of Colombia. Mrs. Mam Hariyan, CEO of Bioessence Lab Senegal. Thank you. So I will be Mrs. Carolina Sanchez Maruno. He is the main director of Equity Hub at the World Bank on the reforms, solutions in alleviating poverty. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je vous remercie d'être parmi nous pour ces discussions portant sur, pas uniquement comment soutenir l'émergence, mais comment s'assurer que tout le monde bénéficie du processus
de sorte que la croissance soit inclusive et qu'elle puisse toucher tout un chacun. Personne ne soit laissé pour compte. PowerPoint, je vais vous parler rapidement de ce que la croissance inclusive signifie en Afrique et quelles sont les différentes difficultés auxquelles les gouvernements doivent faire face. Pour que cette croissance soit inclusive. Nous allons commencer par parler du contexte. On sait que lorsqu'on regarde le monde, il y a eu des progrès majeurs en ce qui concerne la réduction de la pauvreté extrême. Les pourcentages de la population mondiale qui est considérée comme extrêmement pauvre est passé de 35% dans les années 1990 et elle est de l'ordre de 8% maintenant, 8%. Cependant, comme vous voyez dans le qui est à gauche, les projets ont été déséquilibrés. En particulier, les progrès ont été très faibles en Afrique comparé aux autres régions du monde. Et en conséquence, ce qu'on a vu, c'est que la pauvreté extrême en Afrique est dans un ordre de double chiffre. Cette situation continue à être criarde en Afrique. Pauvres se trouvent en Afrique et cela augmente d'année en année. Nous voyons d'un côté l'extrême pauvreté est une problème pour l'Afrique. Et si nous souhaitons éliminer la pauvreté extrême d'ici 2030, nous devons mettre l'accent sur le continent africain. L'accent sur l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a moins de progrès en Afrique en comparé à d'autres zones? Il y a une combinaison de problèmes et justement, j'essaierai de mettre l'accent sur ces difficultés. Comment est-ce qu'on peut les résoudre? D'abord, d'un côté, une croissance qui a été plus faible comparée aux autres régions, en particulier lorsqu'on regarde la croissance par tête d'habitants, et ça, c'est le produit parce qu'il y a aussi la croissance de la population et la combinaison de ces facteurs est une illustration. C'est aussi le résultat de la nature de la croissance et certaines conditions initiales qui ont été développées par certains pays. Et lorsqu'on parle de la nature de la croissance, cela signifie que dans la plupart des économies dans la région, le moteur de la croissance, le secteur des ressources naturelles ou bien le secteur des capitaux intensifs. En fait, cela se traduire dans la création des emplois. Ne permet pas une croissance au niveau du pays. Pour la croissance, c'est la situation dans laquelle la pauvreté est importante et les inégalités sont importantes. Et nous savons que ces facteurs remettent à cause les objectifs en matière de croissance des pays. Et aussi, en conséquence, la croissance est difficilement inclusive. J'ai mis en exergue la croissance des populations. Et enfin, il y a aussi un problème de fragilité. On a vu un changement dans la nature de la fragilité à travers le continent. On passe de ce qui était à un niveau national, les conflits civils. Les conflits nationaux, etc. Ou, par exemple, on a la fragilité au climat ou bien d'autres chocs climatiques ou bien la fragilité liée aux actes ou aux menaces terroristes. Donc, la nature de la fragilité change, mais le niveau de fragilité demeure important. Et ceci remet en cause les progrès faits par le pays. Et lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on fait une comparaison, cela et ceux qui ne le sont pas, jusqu'au début 2010, en fait, la pauvreté a été beaucoup plus marquée dans les pays fragiles. Donc, il y a une courbe qui est beaucoup plus visible dans certains pays africains. Donc, il y a une réduction de la pauvreté qui est très lente. Maintenant, on peut voir qu'est-ce que ça signifie et après, on va voir comment est-ce que la croissance économique a des incidences sur la réduction de la pauvreté. En fait,
il faut résoudre des problèmes d'ordre systémique tels que j'ai déjà fini de mentionner, donc les contraintes. Il faut aussi résoudre des problèmes, des barrières pour que la croissance soit inclusive. Et ici, je veux mettre l'accent sur quelques aspects, parce que c'est l'objet même de cette session. En fait, les économistes ont tendance à dire qu'il faut que la croissance existe, mais de façon intéressante, on se rend compte que si vous comparez les pays à économie à revenu moyen et les pays à revenu bas, les pays à revenu les premiers n'ont pas mieux fait que les seconds. Les revenus faibles. Pauvreté. Donc, en fait, le revenu en lui seul n'est pas une panacée. On rend compte aussi que les zones rurales qui sont plus proches des zones urbaines ne sont pas les meilleures en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Donc, il faut d'avoir des activités économiques, il faut lever le niveau de revenus, mais il faut aussi faire attention aux contraintes que j'ai déjà fini de soulever. Je vais passer un peu plus de temps sur les barrières. Il y a 3 différentes barrières qui empêchent la croissance économique. Tout d'abord, il y a la première, il y a les inégalités en ce qui concerne les opportunités et les dotations, parce qu'on sait que le capital humain s'est amélioré au sein de la région, mais c'est assez bas comparé à d'autres régions du monde. Et bien entendu, c'est une moyenne. Une croissance qui est vraiment faible par rapport à ceux qui sont dans les autres pays. Les indicateurs de santé et autres, il y a des progrès qui doivent être faits. Et ce qui est le plus problématique, c'est que lorsque vous comparez comment les enfants se comportent comparé aux parents, par exemple, lorsque vous analysez l'accumulation des capitaux, on se rend compte au sein de la région que lorsque vous êtes né dans une famille pauvre, ou bien lorsque vos parents ont une population, ont une éducation très faible, vous avez beaucoup de chances que ces inégalités soient transmises. Et c'est un cercle vicieux que l'on doit couper. Par exemple, lorsque vous regardez la génération qui est née dans les années 1990, seuls 35% d'entre eux auront beaucoup plus d'éducation que leurs parents. 35%, ce n'est pas un pourcentage extrêmement élevé. En fait, dans les autres pays de développement, la moyenne est de 75%. Et pour les pays développés, c'est même 80%. Vous voyez la différence. Et on peut regarder des statistiques similaires pour les autres indicateurs en matière de capital humain. Donc, il faut s'assurer que les pauvres sont équipés afin qu'ils soient productifs. Pour moi, c'est le premier domaine dans lequel on doit trouver des solutions. Nous voyons également qu'il y a des inégalités par rapport à l'accès au marché. On sait aussi que l'intégration pourrait aussi une solution. Dans plusieurs, il y a plusieurs zones rurales qui sont déconnectées entre les grandes villes et les villes qui sont d'importance moyenne. On voit aussi la différence entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne l'accès au marché. Les infrastructures physiques sont une partie de l'histoire que je raconte, mais la connectivité moderne ainsi que les autres investissements. Problème. En fait, nous devons... Quand nous parlons de marché, il ne s'agit pas seulement de marchés locaux ou nationaux. Nous devons avoir des marchés beaucoup plus régionaux et inclusifs afin que tout le monde profite de la croissance, aussi bien les zones rurales que les zones... Plus tard dans ce panel. Et enfin, on voit aussi des différences importantes, des inégalités majeures lorsqu'il s'agit de voir l'exposition aux risques de façon générale et et comment les gens peuvent se protéger des impacts négatifs. Lorsque je parle des risques, je parle des changements face au prix, je parle des changements climatiques, je pense des chocs de la santé. Peut-être que quelqu'un
peut disparaître au sein de la famille, ou bien quelqu'un peut être malade, par exemple le père de famille dans une famille. Il y a des chocs qui sont dans le système mystique, mais ces chocs ont des coûts importants et les pauvres ne sont pas toujours à même de se protéger contre ces chocs. Vous avez une illustration dans cette diapositive. Ce que je veux dire ici, c'est que parce que les pauvres sont face à des risques qui ne sont pas assurés, ceci a des conséquences sur leur comportement. Ils ne souhaitent plus investir. En fait, ils sont toujours dans ce problème de cercle vicieux en matière de productivité, ce qui va à l'encontre de l'inclusivité. Maintenant, comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Je vais parler de 3 domaines d'action et 3 facteurs favorables, je pense, qui peuvent pouvoir aider à faire des progrès dans ce domaine. Le premier facteur, c'est que nous devons avoir des politiques qui soutiennent l'investissement en faveur des pauvres, parce que certains d'entre nous pense que le gouvernement doit faire quelque chose à travers des transferts, c'est-à-dire que le gouvernement doit donner de l'argent aux pauvres. Mais je pense que il faut se demander comment est-ce qu'on s'assure que les pauvres ont des capacités de productivité pour profiter des opportunités économiques que le processus de transformation, l'émergence dont on parle, va générer. En fait, il faut aussi construire leur capacité de production. Je pense que les panélistes vont revenir sur ça. Cela nécessitera aussi qu'on crée et qu'on s'assure que l'accès au marché est le même pour tout le monde, que ce soit une grande structure ou une petite structure. On est dans un marché constructif. Il faut aussi construire la résilience, c'est-à-dire qu'on équipe les pauvres et les vulnérables afin qu'ils puissent protéger des chocs, de sorte que lorsque les chocs se passent, ils ne compromettent pas leur capital humain et qu'ils puissent continuer à aller de l'avant. Les 3 facteurs favorables que je souhaite souligner, je pense que ceci a déjà été discuté dans le cadre de cette conférence et on continue à en discuter. C'est la technologie, le rôle du secteur privé et le rôle de l'État. Je pense que nous sommes tous en train d'expérimenter l'avancée de la technologie, la révolution numérique, avec beaucoup d'espoir, en particulier dans la région africaine, parce que on se rend compte que certains développements peuvent aider à résoudre le fossé en matière d'infrastructure et cela permettra d'accélérer la révolution dont je parlais. Mais je pense que nous devons réfléchir sur comment est-ce que les politiques vont soutenir l'avancée de la technologie, de sorte qu'encore une fois, on n'exacerbe pas le fossé digital et qu'on aille vers l'inclusion numérique. Nous devons réfléchir sur comment est-ce qu'on va concevoir des législations de sorte que ce soit inclusif, comment est-ce qu'on va investir dans les infrastructures, de sorte que tout le monde puisse en bénéficier, comment est-ce qu'on va investir dans les compétences, de sorte que tout un chacun puisse adopter les nouvelles technologies, et comment est-ce qu'on va concevoir les plateformes numériques de sorte qu'elles soient accessibles à tout le monde. Je pense qu'hier, on en a parlé et aujourd'hui, on va continuer à en parler. Je pense que on a besoin de ressources qui ne pourront pas être mobilisées par le gouvernement seul. Dans le cadre du financement, c'est de l'ordre de 800 à 900 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il est important que le secteur privé joue un rôle pour combler ce fossé. Donc, le secteur privé doit travailler ensemble avec le secteur public pour soutenir le secteur privé en matière d'avancée. Et enfin, nous devons que le gouvernement puisse délivrer des services de façon effective et que les gouvernements doivent soient à même de mobiliser revenus et de pouvoir dépenser ces argent et de cibler les zones et qu'il y ait une transparence et une reddition des comptes.
Je voudrais partager avec vous rapidement quelques illustrations qui permettent de montrer ce que ça signifie. Lorsqu'il s'agit de se référer aux expériences venant des autres pays, on a vu plusieurs exemples qui mettent l'accent sur les zones rurales où jusqu'ici, doit y avoir un accent, doit être mis sur les pauvres, ainsi que dans les zones urbaines. Ce sera la seconde illustration. Je pense qu'on est en train de réfléchir en termes de moteur de croissance. Je pense que dans plusieurs zones rurales, on sait que tout d'abord, la plupart des pauvres vivent dans ces zones et que le niveau de productivité est extrêmement bas eu égard à l'accès faible aux actifs, à la richesse. On a vu plusieurs nouvelles politiques et interventions à travers le continent qui visent à combattre ces barrières et aussi avancer le programme politique dont je parlais. Par exemple, on a vu différents pays qui utilisent la technologie pour soutenir l'accumulation du capital humain, en particulier l'utilisation de l'énergie solaire pour apporter l'électricité, pour soutenir l'eau, l'irrigation dans les zones rurales. Et aussi, cela permet de contourner certains fossés en matière d'infrastructure. On a vu aussi plusieurs pays qui investissent dans la connexion entre les zones rurales et les zones urbaines, en construction des routes rurales et en s'assurant que la connectivité existe. Enfin, on voit de plus en plus de conceptions innovantes en prenant en compte les risques dont j'ai fait part en amont, et cela permet de pouvoir faire face à ces risques. Ce qui est important, c'est que toutes ces politiques, en définitive, lorsqu'on les évalue et lorsqu'on regarde l'impact, on se rend compte que cela permet d'élever les standards pour les pauvres. De façon similaire, lorsque vous regardez dans les zones urbaines, il y a beaucoup d'opportunités et d'expériences positives qui peuvent être exploitées. Ici, l'environnement est différent. Ce n'est pas toujours le manque d'emploi, mais plutôt la qualité des emplois et la capacité des gens vivant dans ces zones d'avoir accès à ces emplois. On a vu des interventions qui soutiennent la création des recherches, par exemple les programmes de bourse, et le fait de s'assurer que ce n'est pas uniquement la formation ne limite pas uniquement au niveau secondaire, et ça leur permet d'avoir accès au marché du travail, l'investissement dans l'entrepreneuriat aussi, en matière de formation, et les gens qui dirigent des petites et moyennes entreprises, et aussi le fait de les inspirer pour faire croître leurs activités. On a aussi l'ajustement à cet environnement humain. Et vous avez ici quelques illustrations. Je voudrais conclure en faisant juste quelques réflexions qui probablement vont faire ressortir certaines idées. En fait, je pense que c'est des idées qui portent sur plusieurs niveaux de réflexion. Vous voyez que, en fait, certaines difficultés peuvent être assez complexes lorsqu'on dit investir pour les pauvres, lorsqu'on parle de rendre les marchés beaucoup plus intégrés. En fait, c'est des objectifs assez larges en termes politiques. En réglant ces questions, il est important que puisse le faire en bien comprenant bien les difficultés, quelles sont les contraintes majeures, et après qu'on puisse une politique qui est basée sur des preuves, de sorte que ces politiques-là, ces politiques puissent être expérimentées. Il faut partager la connaissance avec tout un chacun dans le cadre des conférences. Et aussi, il faut écouter les populations pour voir, on a des intentions, il faut savoir, est-ce que ces intentions sont matérialisées? Ça, c'est ma première réflexion. Il ne faut pas juste conduire de façon aveugle. Et il faut s'asseoir qu'on ouvre des portes, qu'on amène de la lumière. Le second point, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est applicable à tout le monde, pour chaque pays ou chaque problème, ou chaque individu. Encore une fois, c'est clairement chaque problème pour sa résolution va nécessiter une combinaison de politiques. Les combinaisons vont varier d'un pays à un autre. Il est important d'exploiter la complémentarité. Il est important de renforcer la collaboration entre les secteurs publics et privés. C'est des choses qui sont discutées depuis hier ici. Et en définitive,
de façon claire, le continent est à la croisée des chemins. Et je pense qu'il y a beaucoup de discussions portant sur comment, quelle est la structure de l'émergence, quels sont les chemins qui vont être empruntés par les Africains. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que c'est des voies nouvelles, c'est des chemins nouveaux? En fait, encore une fois, on fait face à la révolution numérique. Je pense qu'il faut se poser des questions, il faut apprendre de ce que les autres ont fait, mais on peut faire les choses différemment. Et je pense que le continent peut capitaliser sur ça, c'est les populations, c'est extrêmement important, c'est les peuples. La capitalisation sur la dividende démographique, on en reparlera. Encore une fois, je l'ai dit que nous devons nous assurer qu'il y a une pérennité. Il faut s'assurer que les villes voient la qualité de vie, la qualité au sein de ces villes améliorée. On sait que l'agriculture et les services sont extrêmement importants pour le développement du continent dans le cadre même, au même titre que la transformation l'a été. Je pense qu'il faut avoir une perspective large et le rôle du secteur public et privé peut être important. Je vous remercie, je vais m'en arrêter ici.